Thésée Aurora. Est-ce que j'ai bien prononcé le nom? Thésée Aurora Makaba. Ah, Aurora Makaba. C'est vrai. Thésée, ça fait combien de temps que vous travaillez à la Fondation Panzi? 1 an et 3 mois, je pense, maintenant. Et si je veux savoir votre passé? Volontiers. Qu'est-ce que je peux savoir? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Qui vous êtes concrètement? Je suis congolaise déjà, de nationalité congolaise. J'ai fait des études de droit à l'université de Kinshasa. Et puis, je suis allée faire un master en droit international en France. Et puis un peu plus tard au Canada aujourd'hui où je fais un doctorat en droit international également. Sur le plan professionnel, donc j'ai travaillé avec plusieurs structures privées, des ONG, mais aussi le gouvernement congolais. Donc dans le privé, j'ai travaillé avec le groupe Heineken, la Bralima à l'époque comme management trainee. J'ai passé un peu plus d'1 an également là-bas. J'ai également travaillé avec le gouvernement congolais dans l'affaire RDC Ouganda, qui est devant la Cour internationale de justice aujourd'hui. Et avec les ONG, donc dans le monde des ONG, c'était particulièrement à Genève. J'ai travaillé en Suisse quelque temps avec la Geneva for Human Rights. Et puis j'ai travaillé au Mali avec Avocats sans frontières Canada comme conseillère juridique pendant quelques années aussi, un peu plus de 2 ans. Et aujourd'hui, je suis à la Fondation Panzi. Ah, vous ressemblez jeune. Mais Thésée, si je ne veux pas entrer très loin de vos origines, vous êtes originaire d'où en RDC? En RDC, je suis originaire du Bas-Congo, actuellement Congo central. Chez nous, on dit qu'on est des Bayombe. Oui. Et du Bas-Congo, Kivu Oui, sacré parcours, sacrée distance, sacrée distance. Sur tous les plans, hein, parce qu'il y a vraiment une grande différence culturelle, beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec la façon avec laquelle j'ai grandi. Mais je pense que ce n'est pas du tout la raison pour laquelle je pense qu'on se retrouve à la Fondation. Ça n'a rien à voir avec d'où on vient. Je pense que c'est plus le combat qu'on porte et puis la passion de chacun, la motivation à travailler ensemble. J'avais toujours voulu travailler dans ce domaine-là. Personnellement, en fait, depuis très longtemps, je connaissais le rapport mapping, mais vraiment théoriquement parce que j'étais étudiante en droit, donc ça va de soi, je le connaissais. Mais pour moi, les chiffres, en fait, c'était un rapport écrit. Donc, après mon expérience au Mali, j'ai été recrutée pour travailler à Bukavu. Et être en fait dans le Kivu n'était pas du tout une barrière pour moi. Déjà, j'étais choisie au milieu de plusieurs personnes qui avaient postulé. Et je pense qu'il y avait énormément de personnes d'ici, de Bukavu, qui avaient postulé. Donc moi, j'ai été fière d'être recrutée. Et franchement, je pense que ça n'a aucune incidence en fait, sur ma motivation. Je pense un peu plus au contraire. J'ai trop l'impression qu'on était tellement peu informés depuis le Bas-Congo ou Kinshasa sur tout ce qui se passe ici que c'est vraiment plus pour moi quelque chose de me dire je suis au courant aujourd'hui et puis voilà, on continue. Mais franchement, je pense que ça n'a rien à voir avec d'où je viens, qui détermine pourquoi je suis ici. Ah, formidable, Thésée. Et vous travaillez dans quel domaine? Je travaille dans le domaine des réparations. Donc, je suis chargée de projet en RDC pour un projet de réparation, un projet pilote. En fait, réparation dans un sens complètement large, à savoir tous les préjudices qu'on a subis du fait de la violence. Donc, et ça prend des formes à la fois financières, donc matérielles, non matérielles, donc à savoir les questions médicales, psychologiques, mais aussi les mesures symboliques. Et Thésée, vous travaillez dans les réparations, et vous êtes seulement basé au sud Kivu ou pratiquement vous allez dans d'autres lieux en République? On est présent dans le sud, nord Kivu, donc les 2 provinces du Kivu déjà, et puis dans le Kasaï central également, où on implémente le projet depuis plusieurs mois maintenant. Mais Thésée, les réparations, lorsqu'on parle des réparations, je sais de voir à partir du discours du prix Nobel qu'il a fait à Oslo, quand il a demandé au Conseil des Nations, il a demandé aux nations de pouvoir s'investir dans un projet de ce sens. Est-ce que c'est de ce projet qu'il s'agit? Exactement. Donc exactement, il y a quelques années déjà, je pense que le discours d'Oslo était une matérialisation d'un combat qui avait été mené depuis plusieurs années.
Donc la question était, je pense que avec tout le travail que le docteur avait fait et puis le fait qu'il traînait énormément, j'ai envie de dire, je connaissais pas du tout son histoire, hein, je la connais pas, mais je pense qu'il a énormément traîné avec les survivantes et il est arrivé à une conclusion selon laquelle aujourd'hui les survivantes, ce qu'elles veulent, c'est des réparations. Parce que malgré tout ce qui est fait sur le plan économique, elles restent dans une situation de non-reconnaissance et donc les réparations s'imposaient. Et donc ceci a motivé le plaidoyer qui a été mené pendant plusieurs années pour la création d'un fonds mondial qui puisse permettre des réparations aux survivantes. Ce combat a été couronné en 2019 lorsque le Global Survival Fund a été créé. À la suite justement de l'obtention du prix Nobel Global de la paix. Survival Fund, c'est le fonds mondial pour les survivantes. Exactement. Et donc c'est un fonds qui réunit en son sein un certain nombre d'États. Et de toute l'expertise, je dirais, de ces années de travail, c'est un modèle, j'ai envie de dire, complètement à nouveau très innovant, dans le sens où il y a des États qui siègent autour de la même table que des experts, que des survivantes, que des ONG, et ensemble ils discutent en fait de à quoi peuvent ressembler les réparations et comment mieux faire participer les survivants dans le processus de réparation. Et donc ce fonds mondial finance ce projet qui est implémenté par la Fondation Panzi en RDC depuis 2020. Et donc voilà. Et Thésée, quels sont les défis que vous rencontrez dans votre travail? Énormément de défis. Je pense comme toutes les personnes avant moi, énormément de défis. Parce qu'on est confronté déjà, la première chose que j'ai trop envie de dire, c'est le retard avec lequel le fonds de réparation arrive. Énormément de survivantes. En fait, on a pu avoir un genre de base de données consolidée de survivantes sur la base du rapport mapping. Et énormément d'entre elles sont déjà décédées. Donc on n'a pas pu les retrouver. Donc pour moi c'est vraiment du retard. Il y a énormément d'entre elles qui ont développé des conséquences très importantes en termes de pathologies non soignées pendant longtemps parce qu'elles ont été violées, elles ont caché. Mais là, puisqu'on parle de réparation, donc elles osent parler. Et finalement on se rend compte que l'accompagnement médical va être très complexe. Malgré l'expertise qu'on a, on espère en tout cas qu'on va être accompagné par des experts assez chevronnés, ça va donner des bonnes réponses. Et autre chose, j'ai envie de dire, ça met en évidence à quel point c'était possible de réaliser des réparations. Je pense que ça c'est le côté le plus positif de ce projet, c'est de se rendre compte que c'était complètement possible pour la RDC depuis des années de réaliser des réparations. Parce que l'excuse c'était l'insécurité, l'excuse c'était l'inaccessibilité, l'excuse c'était les moyens. Et on se rend compte aujourd'hui qu'énormément de partenaires sont complètement engagés dans ce processus et veulent accompagner la RDC, veulent accompagner les organisations de la société civile qui sont engagées dans cela. Et que c'était juste une question de volonté politique. On est bien satisfait aujourd'hui d'avoir les oreilles de l'État quelque peu. Et donc, on se dit que peut-être que ce sera mieux qu'avant. Ce sera mieux qu'avant. Mais au-delà de ça, il y a énormément de défis dans la réalisation d'un projet de cette nature-là. C'est qu'on a un nombre limité en termes de survivantes parce que c'est un projet pilote, donc on essaye quelque chose. C'est la première fois qu'une organisation qui n'est pas l'État réalise des réparations. Donc c'est un défi au quotidien, mais super excitant. Super excitant, formidable. Et Thésée, jusqu'aujourd'hui, à ce jour, combien ont été atteints? Combien ont été atteints? On a atteint plus de 1000 bénéficiaires aujourd'hui. Qu'on a rencontré, qu'on a identifié par un processus très très sélectif, j'ai envie de dire. En même temps, on prône quand même la non-revictimisation. Donc on ne veut pas que dans tous les processus qu'on met en place, qu'on remette les survivants dans une situation où elles se sentent à nouveau victimes. Donc c'est pour ça que notre comité de pilotage est composé essentiellement de membres de la société civile et des survivantes elles-mêmes. Et donc on a identifié plus de 1000 bénéficiaires sur l'ensemble de la République pour tester cette approche axée sur les attentes des survivantes. C'est pas facile en fait. Non, pas vraiment. C'est très innovant, j'ai envie de dire. Je pense que c'est vraiment super que des structures comme Global Survival Fund, comme la Fondation Panzi osent, j'ai envie de dire, le changement, parce que c'est la première fois qu'on réalise un projet à 100% axé
sur les attentes des survivantes. Donc à chaque réalisation, à chaque pas, par exemple pour ce qu'elles veulent de leur argent, comment elles veulent le recevoir en termes de réparation matérielle. En ce qui concerne les soins médicaux, où est-ce qu'elles veulent se faire soigner, comment elles veulent se faire soigner, par qui elles veulent se faire accompagner, les réparations collectives, qu'est-ce qu'elles attendent de réparations collectives, à quel point pour eux c'est important la reconnaissance de l'État ou juste d'une structure nationale comme la Fondation Panzi. Ça, c'est des éléments qui ont constamment été jaugés tout le long de la mise en œuvre de ce projet et c'est énormément de défis, même si on reconnaîtra quand même la flexibilité constante de ce projet et de tous les partenaires dans la mise en œuvre. C'est une expérience vraiment extraordinaire au final. J'avais demandé Thésée, viol comme arme de guerre dans des circonstances de réparation. Qu'est-ce que ça fait comme problématique? C'est complètement... Mais c'est pas juste une phrase, c'est ça le drame. C'est que pour moi, je suis juriste, j'ai beaucoup fait de droit international, donc je sais très bien définir techniquement ce que ça donne. Mais dans la pratique, pour moi, aujourd'hui, c'est des visages, c'est des personnes, c'est des noms. Je ne retiens pas tous les noms, mais j'ai des images très claires. Je sais que quand je vais dans telle localité, à Kassika, je sais que quand je ne vois pas telle personne, la salle n'est pas complète parce que je me rappelle des récits de ces personnes. Et on a des récits poignants des femmes qui nous disent par exemple qu'elles ont été violées dans leur maison devant leurs enfants sur le dos de leur mari et que peu de temps après le mari est parti. Donc elle-même n'a pas le courage d'aller vers lui parce qu'elle a trop l'impression d'avoir été humiliée et les enfants sont incapables de parler de ce qui s'est passé même si tout le monde sait ce qui s'est passé. Donc on voit comment il y a la destruction, mais même pas on voit. Moi, je vois dans les bénéficiaires, et je ne parle que de 1000 personnes encore. Hein, et vous pouvez voir comment cette systématisation, finalement, devient une gangrène sociale. Dans le sens où on détruit le tissu de base. La famille, comme on l'a appris à l'enfance, c'est vraiment le père, la mère, les enfants. Et c'est une union dans laquelle on vit. Et quand vous êtes rendu dans des situations avec des récits de cette nature, en fait, il y a une cassure, des choses qui ne se diront jamais. Et ça va de soi en fait, malheureusement, ça va de soi. Et puisque cette personne se retrouve elle-même renfermée dans son secret ou dans cette honte, parce que c'est ça, c'est comme ça que la société voit cette situation, c'est une honte pour la survivante. Elle le vit elle-même dans sa propre chair, elle le vit dans sa propre vie, elle se referme sur elle et la société continue de s'attaquer parce qu'on a créé un certain conditionnement social où on a fait savoir que la victime est la personne qui est la raison pour laquelle elle a été violée. Donc on se rend compte comment c'est vraiment de l'intelligence suprême, j'ai envie de dire. On détruit la base et ensuite tout autour s'égrène petit à petit et il ne vous reste plus personne autour. Et au final, on n'est plus du tout une nation. On est juste un ensemble de personnes qui vivent ensemble parce que j'ai construit ma maison à côté de l'autre. C'est rien d'autre. Et donc, on ne peut pas s'organiser quand on est dans un état pareil. C'est comme ça qu'on parle de réconciliation et de restructuration sociale et institutionnelle. Donc, je ne veux pas ici revenir sur tout ce qu'on connaît comme des cas concrets, mais... c'est assez pénible, vraiment. C'est pénible de voir des vrais visages, des personnes qui n'auront plus la quiétude d'avant parce que des gens se sont aventurés à... Voilà. Quels sont les défis, les autres défis que vous rencontrez dans cet exercice? Parce que ce que je vois, lorsque vous vous butez vous-même à ça, et que vous représentez vous-même dans la situation de la personne que vous consultez, et dans la plupart des cas, ce n'est pas facile même pour vous. Sur le plan professionnel, moi je suis très contente de me réveiller tous les matins pour aller travailler. Je pense que c'est quand même une chance d'avoir un travail qu'on aime et que même quand on est très en colère, on a quand même envie d'aller travailler parce qu'on sait ce qu'on fait. Et donc on arrive quand même à trouver des solutions parce qu'on a les moyens pour cela. On a tous les moyens techniques, on a les moyens financiers, on a l'accompagnement d'une organisation qui a une grande notoriété dans le Kivu, donc ça facilite énormément de choses. Sur le plan individuel, j'avoue que c'est assez pénible. J'ai déjà travaillé à plusieurs reprises avec des survivantes dans d'autres pays, mais
j'ai l'impression que c'est plus dur ici. Je ne sais pas si c'est parce que c'est mon pays et que je comprends un peu mieux les enjeux politiques autour et tous les autres enjeux. Mais c'est vraiment plus dur. Mais voilà, après, je pense que c'est correct. Tout le monde a besoin de consulter, je pense. On consulte tous un psychologue à qui on se confie par rapport à ce qu'on voit au quotidien. Voilà. Tu disais, si vous êtes appelé à améliorer la Fondation Ponzi dans son ensemble, qu'est-ce que vous proposeriez? Alors c'est un peu dur de répondre à ça parce que j'ai toujours eu l'impression que quand on n'a pas les chaussures d'une personne, c'est difficile de l'évaluer ou de la juger. Je pense que moi, à mon niveau en tant que coordinatrice de projet, j'ai déjà pris l'engagement avec la Fondation de travailler sérieusement, comme je le fais tous les matins et tous les soirs. Et bon, je pense que tout le monde ici ne compte pas beaucoup ses heures. Je pense que ce serait pas mal qu'on ait tous la même motivation, la même vision. On a tendance à répéter systématiquement qu'on est derrière la vision du prix Nobel de la paix. Mais est-ce qu'on comprend que cette vision, c'est de rendre les femmes autonomes et qu'elles aient un pouvoir décisionnel très important? Est-ce que ça implique justement? C'est-à-dire on ne peut pas dire un matin à sa voisine, à lui faire des remarques sexistes, j'ai envie de dire, et puis venir au bureau espérer qu'on ne va pas pouvoir le faire. Je pense que c'est tout un mode de vie en fait. Je pense que la vision du PCA est un mode de vie. Et il faut qu'on l'adapte, qu'on l'adopte, parce que c'est juste en fait une vision qui au final est une vision d'humanisme, c'est de l'humanité, c'est simplement de l'humanité. On n'a même pas besoin de l'adopter, j'ai envie de dire, on a besoin juste d'être humain. Quand on est humain, la vision du prix Nobel de la paix est un fait en fait. On se réveille tous les matins au calme, on se rendort au calme et puis on a le même discours, quel que soit le temps, les années, les siècles. Donc, vivement qu'on reste longtemps et puis vivement que la Fondation Panzi appuie d'autres organisations de la société civile comme on le fait dans RCA et ailleurs. Et puis vivement qu'on appuie la RDC par rapport à toutes les bonnes pratiques qu'on a développées, le savoir-faire. On ne peut pas continuer à laisser les autres alors qu'on peut les accompagner techniquement parce que je pense qu'au bout d'un certain nombre d'années, on a développé une capacité, voilà. Pourquoi vous n'êtes pas ailleurs? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas eu de violence sexuelle? À ça, moi, je réponds simplement que déjà un projet pilote, moi je pense que pour un projet pilote, on a été très ambitieux d'atteindre plus de 1000 survivantes. Là, je ne parle pas du tout d'un appui holistique, je parle de réparation. Et donc, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus complexe et pas seulement de réparer en apportant de l'argent, en apportant des soins médicaux, non. Dans une approche victimo-centrée où la survivante est au centre de tout le processus, je pense que c'est énormément de travail sur tous les plans. Donc, à la base, on voulait juste s'arrêter dans le Kivu et puis puisqu'on est quand même un projet qui est orienté par les décisions d'un comité de pilotage que je disais qui est composé des survivantes et des membres de la société civile et même de l'État congolais, de la MONUSCO, des Nations Unies. Donc la décision avait quand même été prise que l'on puisse aller tâter le terrain au Kasaï, d'autant plus que c'est quand même une province qui a été oubliée. Et effectivement, on est arrivé sur place, il y a plusieurs survivantes qui au jour où je vous parle, depuis plusieurs années qu'elles ont subi les violences sexuelles, n'ont jamais reçu un seul accompagnement médical. Donc c'était un choix, je veux dire, discrétionnaire, parce qu'à un moment donné, l'attention du prix Nobel de la paix avait été attirée sur le Kasaï. Et donc on est allé sur place pour voir ce qui était faisable et finalement on est resté. Le Kivu, c'était la base du projet. Et on espère que dans les années qui s'en viennent ou dans les prochains temps, on pourra exporter le projet de manière à le rendre plus important sur d'autres provinces. Si la RDC tarde à mettre en place le Fonds national de réparation. Madame Aurora, vous êtes formidable. Merci beaucoup, c'est gentil, Monsieur Cachal. Merci.